Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour, je suis Soledad Franco. Bienvenue sur le podcast Casting Call. Si vous suivez l'actualité, vous avez sûrement entendu parler de la polémique des Nepo Baby. En français, on dirait plutôt les fils et les filles d'eux. Mais alors, est-ce un avantage ou un inconvénient dans une carrière artistique ? Née dans une famille d'artistes, la femme que je reçois aujourd'hui a tourné son premier film à l'âge de 8 ans. Plus tard, elle enchaîne les rôles à la télévision et au théâtre, notamment sous les traits de Camille Claudel. Elle se forme également au coaching en développement personnel. C'est une jeune femme plurielle que je reçois aujourd'hui pour célébrer la sortie de son premier roman, Princesse autonome, chez Fayard. Lola Zidi, bonjour. Bonjour Soledad. Lola, la devise de notre podcast, c'est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens épanouie et à la place où tu rêvais d'être ? Ouais, carrément. En tout cas, je suis en route. J'ai envie de te dire que je suis sur la route de mes rêves. Et que je suis en accord et avec qui je suis, avec ce que je fais et avec ce que j'ai envie d'être et où j'ai envie d'aller aussi et d'où je viens. Tu es la fille d'Hélène Zidi, directrice de casting cinéma et fondatrice du laboratoire de l'acteur, la fille d'Yves Régnier, petite fille du réalisateur Claude Zidi. Tu as donc évolué dans un milieu artistique dès ton plus jeune âge. Était-il évident que tu embrasserais une carrière artistique ? Il se trouve que moi, ça s'est imposé à moi de façon en effet très évidente, mais plus par ma mère que par mon grand-père ou mon père, parce que je vivais pas avec mon grand-père et je vivais pas avec mon père non plus. Et j'ai envie de te dire, finalement, c'est un peu comme les grosses familles de médecins, de dentistes, de bouchers. C'est juste que nous, vu que c'est des métiers qui amènent de la visibilité, du coup, tout d'un coup, tu as cette étiquette de fille d'eux ou de fils d'eux. Mais finalement, des enfants qui prennent le chemin d'une famille, il y en a énormément. Des familles d'avocats, il y en a à répétition. Des familles de notaires. Enfin, finalement, j'ai juste pas été très originale. À 36 ans, tu as déjà fait plein de choses. Pluridisciplinaire, tu évolues au théâtre, à la télévision, tu es coach et tu as même fait The Voice. D'ailleurs, tu as pris un nom de scène là, ouais. Nel, lors de ta participation. Pourquoi ce choix ? Alors, pour tout te dire, pour le premier The Voice, le premier casting, Bruno Berberes, qui est le dire de cast de cette émission, qu'on aime et qu'on salue, qu'on salue d'ailleurs, m'appelle et me dit, s'il te plaît, viens passer le casting, c'est une nouvelle émission, The Voice, ça a cartonné dans d'autres pays et tout ça. Je lui dis, non, mais enfin Bruno, tu as entendu le titre de l'émission, en fait, ça s'appelle The Voice. Pas du tout. Oui, je chante, oui, j'écris, je compose et ma voix est plutôt sympathique. Mais de là à m'appeler The Voice, je pense qu'il y a un gap. Et du coup, je vais pas au casting. Et il me rappelle l'année d'après, il me dit, bon, maintenant tu viens. C'est pas qu'une voix, c'est un tout, viens. Et j'y vais. Bon, ce que voient pas les téléspectateurs, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'étapes avant d'avoir accès à cette fameuse audition à l'aveugle. Et je vais à cette première étape avec ma petite sœur qui s'appelle Lou. Et on y va un peu à la déconnade en me disant que je serais mais jamais prise. Et donc, je passe l'audition devant les producteurs, devant Bruno. Et en fait, quand tu sors, ils viennent te voir 5 minutes après. Ils te disent ou pas si tu continues. Ils viennent me voir, ils me disent « Ok, c'est validé, tu continues les castings avec nous. » Et là, il faut remplir des fiches. Et ma sœur me dit, je lui dis « Oh là là, mais qu'est-ce que je vais mettre ?» Elle me dit Lola. Je lui dis non, parce que Bruno n'était pas au courant en fait que j'étais la fille d'Yves Régnier. Il savait que j'étais la petite fille de Claude Zidi, mais pas la fille d'Yves Régnier. Et du coup, je dis bon, tu sais quoi, ça s'appelle The Voice. Le principe, c'est des auditions à l'aveugle. Donc, je vais dire que je m'appelle Nel, parce que c'est le deuxième prénom de ma petite sœur, tu vois. Okay. Et je lui dis on joue le jeu jusqu'au bout, quoi. Et voilà. Et quelques temps après, tu révèles dans Closer être la fille cachée d'Yves Régnier. Ah non, moi j'ai jamais révélé ça.
Closer, tu sais, Bien sûr. ils prennent pas des interviews. Moi, j'ai jamais dit ça. Eux, ils ont peut-être déformé, ou c'est leur interprétation, mais j'étais pas la fille, en tout cas, j'étais pas la fille exposée Ah, de mon père. Mais même ça, je l'ai jamais dit. Je pense de ce dont tu parles, c'est qu'en fait, quand j'ai fait The Voice, je l'avais pas dit. tu l'avais pas dit. Et du coup, il disait ah bah en fait que j'avais voulu cacher mon identité pour ça, mais c'est même pas tant pour ça, c'était vraiment pour jouer le jeu et comme tout le monde quoi. Et ce qui ressort de cette aventure, c'est justement ton envie audacieuse d'être une artiste et de te mettre en péril. Parce que quand même, quel enjeu, justement, d'être face à à un jury qui peut-être ne va pas se retourner. C'est-à-dire que c'est ce que j'aime de ta personnalité, c'est que tu n'as jamais peur. On a l'impression que tu te lances à cœur ouvert. Bah j'ai pas jamais peur parce que ce serait franchement mentir et toi qui as lu mon roman, tu le sais. Bien sûr que j'ai des peurs et j'en ai eu énormément. Mais Mhm. vraiment énormément, j'ai eu des peurs qui m'ont paralysée dans ma vie, qui m'ont empêchée, qui parfois m'ont fait tomber avant même d'essayer. Et c'est un peu le problème de la peur, c'est que c'est un terrible frein à main. C'est pas du tout un levier de vitesse. Mais par contre, le jour où j'ai appris à leur botter le cul, Mhm. en fait, j'ai décidé que mes peurs n'allaient pas prendre ma place. Mhm. Tu vois. Et le jour où j'ai appris à leur botter le cul, bah oui, forcément, ça donne un peu cette sensation, genre on se dit, oh là là, elle a peur de rien. Et puis ça vient aussi un peu de ma personnalité où j'ai pas de difficulté à dire ce que je pense. Ça, c'est vrai. J'ai jamais eu peur de dire ce que je pense. Mhm. Mais c'est pas parce que t'as pas peur de dire ce que tu penses que t'as peur de rien, tu vois. C'est ça là. Mhm. Mais les gens, quand ils te collent l'étiquette un peu de soi-disant grande gueule, du coup, ça donne le sentiment que t'as peur de rien. Mais non, bien sûr que j'ai des peurs, mais et tant mieux, parce que ça veut dire qu'on est humain et qu'on a un cœur aussi, tu vois. Cette polémique-là de Nepo Baby, toi, d'après toi, lorsque tu passes un casting, c'est un avantage ou un désavantage? Bah écoute, moi je pense que cette polémique, elle est légitime et à la fois complètement ridicule. Parce que finalement, on est tous les enfants de quelqu'un. Mhm. Tu vois, t'es une fille d'eux autant que je le suis. La Absolument. différence, c'est la popularité ou non de ton parent. J'en sais rien si ça a été un avantage ou un inconvénient. Je pense qu'aujourd'hui, je suis, tu vois, je suis pas non plus la fille de Johnny Depp, quoi. Ouais. Enfin, non, mais tu vois, Bah faut. quand même, tu portes le nom Zidi. Oui, mais Ma question, c'est justement, est-ce que parfois ça ne te dessert pas? C'est-à-dire que quand tu passes un casting, est-ce qu'il ne faut pas que tu prouves davantage? alors aujourd'hui, je pense pas, parce qu'on n'est plus dans la même époque. Mhm. Tu vois, c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, je suis pas la fille de Johnny Depp. Je pense qu'à une époque, ce qui a été compliqué, c'était plus que les castings, c'était les gens tout autour qui ont toujours l'impression, ou des phrases quand tu es plus jeune, où on dit oui, bah, de toute façon, si elle a décroché le rôle, c'est parce que c'est la fille d'eux. Mm. Mais après, tu grandis et moi, je veux te dire, tu peux être la fille d'eux autant que tu veux. Si t'as pas de talent, enfin, tu vois, si t'as pas de talent, que t'es pas une bosseuse Mm. et qu'il y a rien, enfin, tu vois, il y a un moment, il y a rien. Tu peux être le fils du plus grand chirurgien cardiaque de la Terre. Si tu loupes tes études de médecine et que tu sais pas opérer un cœur, on va pas te filer le bistouri, quoi. On est d'accord. Lola Zidi, tu es une artiste pluridisciplinaire si solide, d'après moi. D'ailleurs, dès le 27 février, tu seras à l'Artistique Théâtre dans la pièce Barbe Bleue, qui est une adaptation d'Amélie Nothomb. Ouais. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un livre qui m'a bouleversée, qui a été lu par toute mon équipe et qui a été, Lou, qui travaille avec moi, me disait il y a un avant et un après. Le livre Princesse autonome. C'est un roman, un ouvrage poignant que j'ai dévoré avec passion. Il est dédié à ton père, à Christophie, ta demi-sœur, mais aussi à toutes les Mars de cette terre. Alors, qui sont ces Mars? Bah, les Mars de cette terre, c'est les cœurs qui ont connu le manque d'amour, le manque de tendresse, de légitimité, de reconnaissance, les cœurs qui ont connu les peurs en fait. Et je pense on est très nombreux. J'avais, écoute, j'ai vraiment écrit ce roman avec, j'avais l'intention, le désir profond. J'avais envie de faire du bien. J'avais envie de décomplexer les cœurs abîmés, les âmes blessées, de leur dire que qu'en fait, c'est c'est pas parce qu'on a vécu quelque chose que tout est foutu. C'est pas parce qu'à une époque on a cru
où on croit aujourd'hui qu'on est une ratée, un raté ou un loser, peu importe les mots qu'on emploie, qu'on ne peut pas demain devenir ce qu'on a envie d'être. J'avais envie de diffuser un peu de cette magie de la vie à laquelle je crois, mais tant, parce que je pense que c'est un de nos plus grands pouvoirs, quoi. C'est le pouvoir qu'on a, nous, notre pouvoir intérieur. Et ouais, moi, tu sais, ça m'intéresse pas de parler au cerveau. Parce que je pense qu'il y a des gens qui font ça, mais beaucoup, beaucoup mieux que moi. Et je leur laisse parce qu'ils ont énormément de talent pour ça. C'est pas le mien. Je pense que mon talent, c'est de parler au cœur des gens et de m'adresser à cet endroit-là. Et ouais, j'ai écrit ce roman vraiment pour ça. Et ton histoire, qui est singulière, elle est très concernante. Moi, personnellement, je me suis identifiée. Tu racontes l'histoire de Mars, une jeune femme qui souffre un mal et blessée par l'abandon. Son père, qui s'appelle Philippe Clépère dans le livre, son premier petit ami. Cette histoire, c'est celle de ta demi-sœur, Christophie. Pourquoi avoir décidé de dévoiler son histoire? Alors, c'est pas l'histoire de ma sœur. C'est-à-dire, je me suis inspirée. Voilà, fiction-réalité. D'ailleurs, tu le dis précisément. Exactement. Absolument. Si tu veux, en fait, tu vois, je vais te dire un truc que j'ai jamais dit en interview nulle part. Un jour, on s'est fait la réflexion avec ma sœur Christophie, où je lui ai dit, mais tu vois, notre père était encore vivant, et je lui ai dit, c'est quand même fou d'être un enfant caché, parce que je lui ai dit, t'imagines un jour, il a besoin de toi médicalement. Et imagine un jour, il a besoin de toi pour un don de quelque chose, et imagine tu sois la seule à pouvoir lui donner ça. Tu vois, ça, mais ça, on se le dit, mais il y a des années, hein, on était des gamines, tu vois, genre une vingtaine d'années. Et vraiment, en fait, c'est une question qui m'interrogeait, quoi. Je me dis, mais ce serait incroyable. Et je me dis, mais moi, j'aimerais voir ça, me poser cette question à travers une histoire, à travers un roman. Et nous, notre histoire est hyper singulière parce que, oui, c'est ma sœur, mais on n'a pas 1 an d'écart, on n'a pas 2 ans d'écart, on a 3 mois et demi d'écart. Tu vois, elle est née le 28 août et je suis née le 15 décembre de la même année. Et je la rencontre, on a 19 balais. Et c'est une jumelle. Ouais, une jumelle. Une jumelle, quoi. Et du coup, et toutes les deux pas désirées. Moi reconnue, en effet, pas reconnue officiellement. Mais j'avais envie aussi de parler de ça parce que tu peux très bien être reconnu par tes parents. Voilà, ils t'ont reconnu. Tu peux même avoir vécu avec eux et avoir manqué de leur reconnaissance, manqué de leur amour, manqué de leurs mots tendres, manqué de leur confiance, manqué de leur encouragement, tu vois. Et ça, c'était de ça dont j'avais envie de parler. Donc oui, je me suis inspirée de ça, mais ce n'est pas l'histoire de ma sœur. Mais je m'en suis inspirée. Et après, oui, j'avais envie de m'inspirer de ma sœur parce que moi, j'avais envie d'apporter la reconnaissance que je pouvais, à mon niveau, apporter à ma sœur. Et voilà pourquoi c'est pas tant que j'ai décidé de dévoiler un gros truc. C'est juste, en fait, ma sœur, elle existe. Elle est vivante. Elle est belle. Elle est solaire. Je l'aime. Et j'avais envie qu'elle ait une trace, qu'elle ait une trace d'elle sur cette terre, et une trace d'amour, et pas une trace de manque. Dans les remerciements, tu mentionnes tes régniers, c'est-à-dire Karine, la femme d'Yves Régnier, et tes frères et sœurs Samantha, Jules, Oscar et Christophie. Tu écris ensuite « Il était temps de réparer ce qui pouvait l'être ». Ce livre, c'est comme une thérapie à la fois pour toi ? Je pense que ma thérapie était à ce niveau-là, en tout cas. Hein. J'ai pas tout réglé, je continue. Mais je pense qu'à ce niveau-là, ma thérapie était bien faite et que c'est pour ça que j'ai pu écrire ce livre. Parce que tu sais, finalement, Soledad, ce livre ça parle beaucoup de mes blessures d'enfant, à moi. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, bah non, je peux pas prêter Mars complètement à ma sœur parce que ce serait vraiment mentir. Ça parle de ma reconstruction beaucoup à travers ce personnage-là, de ma reconstruction, de mes blessures d'enfant, de mes manques, de mes peurs et de comment j'ai réussi à les transformer. Et j'avais tellement envie de transmettre au plus grand nombre et qu'à un moment, je me suis dit, bah un roman, c'est quand même assez génial pour ça, quoi. Je décide de devenir une princesse autonome. Et même si je ne sais pas faire, j'apprendrai. Cette phrase, c'est une des phrases qui m'a le plus marquée. Je trouve que ton concept est tellement inspirant. Réparer ses blessures. Tu es même devenu coach. Tu accompagnes les artistes.
mais tu fais également du développement personnel. Bref, tu es pure générosité, tu es pure envie. Et parle-nous de cette partie coaching. Bah ça a changé ma vie. En fait, ça a changé ma vie parce que ça m'a appris à devenir et la baguette et la fée de mon compte. Tu Mhm. vois? Moi, avant, je vivais vraiment dans une réalité où je subissais tout. Et du coup, je me positionnais en victime de tout ce qui pouvait m'arriver, mais que d'ailleurs, que ça soit en bien ou en moins bien. Et du coup, je n'avais du pouvoir sur rien et j'étais pas responsable de grand-chose. Et ça t'aide pas à construire. Et en tout cas, tu crées, mais tu crées en étant pas dans la conscience de ce que tu as envie de créer. Et quand j'ai rencontré le dev perso et que j'ai compris qu'en fait, j'avais Le développement personnel. ouais, le développement personnel, excuse-moi, j'ai compris que je l'ai d'abord expérimenté sur moi. Et quand j'ai vu notre puissance, en fait, quand j'ai découvert la puissance qu'on détient tous, chacun, je me suis dit, ah non, mais là, faut transmettre. Et on va pas se mentir, moi, j'ai une mère qui est coach depuis plus de 20 ans, Hélène. Et la transmission, je trouve que c'est quelque chose qui donne énormément de sens dans la vie. En tout cas, moi, ça donne du sens dans ma vie. Et si tu veux, peu importe l'art que je fais, que j'exerce, quand je suis actrice, bah, je suis une transmetteuse d'émotions, d'histoires. J'incarne quand même tu donnes vie à un personnage, à un cœur. Mm. Quand je coach, bah, je suis encore dans la transmission. Et quand tu écris, bah, Et dans l'empathie. tu, On ressent aussi beaucoup d'empathie chez toi. bah ouais, parce que j'ai appris, je pense que j'en avais pas autant avant, Mm. mais c'est en apprenant à avoir de la compassion pour moi et me pardonner de qui j'ai pu être à une époque, parce que moi j'ai eu énormément de culpabilité, de honte, parce qu'à un moment je me suis perdue, et quand tu te perds, bah t'es pas toi-même, et quand tu arrives à te pardonner toi, bah tu regardes les autres autrement, parce que tu te dis, bah ok, eux aussi ils portent une histoire, eux aussi ils ont des blessures, et t'arrêtes de prendre les choses aussi personnellement. Dans le livre, il y a un personnage dont je ne vais pas parler pour garder le mystère. Il s'agit de Chantal. Ouais. J'ai envie de te poser cette question, mais qui est Chantal? C'est moi. C'est toi. Bah, Je en savais. fait, Je savais. je vais même te répondre mieux que ça. Chantal, elle a existé sur les réseaux sociaux à la période du confinement. Elle est née comme ça, Mm. au moment où j'ai rencontré le dev perso, et j'en avais créé un personnage qui a commencé à cartonner sur un autre compte Insta à moi que j'ai fermé là récemment. Et c'était fou comment cette Chantal que j'avais créée était aimée par les gens. Et en fait, quand je me suis mise à écrire Princesse Autonome, mais Chantal, c'est un peu de moi, c'est un peu de mon père, parce que mon père, il avait une façon de s'exprimer bien à lui que j'adorais, et je crois que je l'imite très très bien. Donc c'est un peu de ma marraine fée à moi, ma marraine dans ma vie. C'est un peu de tout ça. Mais oui, bien sûr, Chantal, c'est... et du coup, elle est venue s'imposer dans ce roman, elle est venue se glisser, et c'était fou ce roman. Quand je me suis mise à écrire, je me suis dit, mais c'est trop bien, ça rejoint tout en fait. Ça rejoint tout ce que j'aime, tout ce qui me porte. Enfin, C'est intelligent, c'est concernant, ça vous booste. Moi, ça m'a changé, hein. Vraiment. Alors, ce casting call, tu le sais, c'est un podcast qui s'adresse à tous les artistes. Alors, toi, en tant que coach d'artiste, quel conseil donnerais-tu à tous les gens qui souhaitent réussir leur carrière artistique? bah, je leur dirais que, bien sûr que je vais pas leur dire ce qu'ils entendent tout le temps, parce que bien sûr que le travail, c'est primordial. Mhm. Mais j'ai quand même envie de leur dire, dans le sens où, vu qu'en France, on est un peu dans la culture du talent qui t'est tombé sur le coin de la gueule, et que genre, on a l'impression, oh là là, c'est incroyable, j'ai voulu devenir acteur, je marchais dans la rue, il y a quelqu'un qui m'a vu et j'ai fait une carrière hallucinante. Non, on va arrêter de déconner. Que c'est vraiment beaucoup de travail, mais au-delà de ça, je pense aussi qu'il y a une vraie question, un travail à faire personnel. En fait, il va se réaliser ce que toi, tu penses qui est possible. Mhm. Tu vois, et pour ça, j'ai toujours un exemple où souvent j'entends des élèves à moi que je coach qui me disent oui, mais Lola, tu vois bien que c'est pas possible. Je lui dis écoute, Jean Dujardin, il a commencé en faisant Brise de Nice, en étant dans Un gars et une fille. Tu penses vraiment à l'époque qu'il n'y a pas des gens qui lui ont dit mais mec, t'es fou, tu feras jamais du cinéma si tu fais ça. Aujourd'hui, ce mec, il a un Oscar, il a fait The Artist, il a été aux États-Unis, tu vois. Donc, en fait, il n'y a que toi qui fixes tes impossibles, et il n'y a que toi qui fixes tes possibles.
tu parles tellement avec énergie, authenticité dans ce monde qui est si cruel. Syrie, Turquie, des histoires atroces. Bon, Ouais, mais tu sais, Soledad, je vais te dire un truc. Dans ce monde, tout existe. Moi, c'est pas oui, au pays des merveilles, tu vois. oui, C'est mais pas je le monde. pense qu'en 2023, il y a quand même un changement et des femmes comme toi l'incarnent. Bah, Et c'est source d'inspiration. parce que c'est dans le sens où, vu que tout existe, quand tu as conscience que tout existe, c'est à nous de décider ce qu'on vraiment, ok, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire exister dans ma réalité. Tu vois, ça veut pas dire que le dégueulasse et le moche, il n'existe pas. Mais c'est qu'il y a un moment, nous, sur quoi on décide de se concentrer, qu'est-ce qu'on décide de regarder et qu'est-ce qu'on décide de mettre en lumière. Moi, je pense que les trucs horribles, il y a des gens qui s'en chargent pour les mettre en lumière. Personnellement, c'est parce que, tu vois, ou en tout cas, euh, toujours, mon idée, si tu veux, que tu as pu lire dans le roman, c'est, ok, on a tous une histoire plus ou moins belle, plus ou moins jolie, plus ou moins lourde. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Tu vois, qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Moi, perso, j'ai envie d'en faire un bijou. Et après, tout à chacun, on décide, quoi. On va finir en parlant de casting. Ta maman, directrice de casting. Ouais. J'aimerais que tu me parles du pire souvenir de casting que tu aies passé. Le pire souvenir de casting que j'ai passé. On en a tous. Non, mais forcément qu'on en a tous. Écoute, attends, parce qu'il faut que j'aille chercher un peu dans Elle ma. garde que le positif. Mais non, 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 parce que j'en ai pas. Si, c'est bien ce que tu incarnes. Alors, le plus beau souvenir. Ah oui, je l'ai. Alors, je pense que le plus beau souvenir de casting que j'ai 14 ans, c'est un mercredi et j'ai rendez-vous avec Alain Tasma pour le premier rôle du film qui faisait juste après Rastignac ou Les Ambitieux avec Jocelyn Quivrin qui avait cartonné sur France 2 et c'était pour le rôle principal. Et je marche dans la rue et je me rappelle dans le 18e, juste à côté, parce que c'était chez Françoise Ménidré, et je regarde une pub de métro au BAD, enfin tu sais, les pubs de bus, tu vois, et je fais, ok, je vais l'avoir le rôle. Mais c'est pas je vais l'avoir, genre je suis déterminée. C'est sûr, je vais l'avoir. Je suis arrivée dans la salle d'attente. Alain Tasma a passé une tête et il me dit ici, c'est comme chez le médecin, il y a toujours de l'attente. Et je relève la tête et vraiment, je me dis oh là là, mais quel abrutis réel. Faut remettre les choses dans leur contexte. J'ai 14 balais. Hein. Et puis, il me reçoit après. Et en fait, j'étais tellement moi, et il recherchait une adolescente rebelle, mal dans ses pompes, donc complètement moi, à l'époque. Et en fait, il me dit, on peut se faire une petite lecture comme ça Je dis oui. Je fais la lecture. À la fin, il me dit, tu peux retirer tes bagues pour le tournage, ce serait éventuellement possible. Je lui dis, pas du tout. Il me dit, mais comment ça? Je lui dis, excusez-moi, moi, ça fait 1 an et demi que je m'emmerde à m'aligner les dents, donc... non, je vais pas du tout les enlever. Et puis, de toute façon, vous voulez qu'on fasse comment? Bah oui, j'ai des bagues, j'ai des boutons et j'ai des baskets. J'ai 14 ans. Votre personnage, il a 14 ans. Il a des bagues et des boutons et des baskets, quoi. Le mec me regarde. Il se barre dans le bureau avec Françoise Ménidré. Il revient. Il me dit je te donne le premier rôle de mon film. J'adore. Donc, tu vois, et j'ai passé un tournage incroyable et j'embrasse fort Alain Tasma qui a marqué ma vie de son talent et de cette expérience que j'ai eue avec lui et qui m'a vraiment fait grandir en tant qu'actrice. Lola Zidi, j'ai pas envie de te quitter parce que tu es si inspirante dans tes remerciements. Tu parles d'humanité, des failles, des forces, des démons qui remplissent ta plume de désir. Qu'est-ce que c'est beau. Merci Lola. Merci beaucoup Soledad. On ira te voir au théâtre et surtout acheter le livre Princesse autonome. Ça va peut-être changer votre vie. À bientôt. À bientôt.